Bonjour à tous, bienvenue au club, l'un des rares clubs ouverts en cette période compliquée. On espère que vous profiterez de ce moment. Club Sport en France, chaque semaine, met en lumière une fédération du mouvement olympique. Sur ce plateau ou à distance, les deux ont panache aussi pour respecter les conditions sanitaires évidemment. Et cette semaine, parmi les fédérations que nous n'avions pas eu l'occasion de recevoir, la Fédération française de rugby à 13 est avec nous. Elle est incarnée sur ce plateau par Gilles Esté, son vice-président. Bonjour Gilles. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien et merci de nous accueillir sur ce très joli plateau. Très beau masque d'ailleurs. Je voulais vous le montrer. Je voulais vous le montrer, mais si vous m'autorisez, comme on est suffisamment éloigné, je vais le retirer. Avec grand plaisir. Et pour vous dire que nous avons des masques à la fédération. Bien siglé, effectivement. Et on adresse un message au président aussi. Alors oui, il me charge de vous présenter ses excuses. Luc Lacoste, le président de la Fédération française de rugby à 13, nouvellement élu depuis le 12 décembre dernier, est actuellement à l'isolement parce que lors de nos visites dans nos territoires de façon générale, il a contracté le Covid et il est à l'isolement. Donc on pense à lui parce que c'est pas une forme sévère, mais c'est une forme contraignante. On lui souhaite un prompt rétablissement et on va lui dédier cette émission ainsi qu'à toutes les équipes fédérales. Et puis à distance évidemment pour respecter les conditions sanitaires et puis aussi parce que dans nos fameux territoires dont vous parliez, ils sont les emblèmes, les symboles et la vitrine du rugby à 13 donc. Il s'entraîne. Cassandre Compagnie, là, du côté de Bordeaux, elle est joueuse aux Girondins, capitaine même de cette équipe des Girondins. Bonjour Cassandre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Pas de Covid, tout va bien de votre côté? Non. Bon. Tant mieux. Et puis, Lambert-Melmas, on reste dans le sud, mais du côté de Rivesaltes, vous jouez évidemment pour Perpignan, mais bien, vous êtes du côté du sud malgré tout. Comment allez-vous, Lambert? Ça va très bien, merci. J'ai eu vent que vous aviez prolongé il n'y a pas très longtemps. Donc félicitations. Ouais, merci beaucoup, merci. On aura donc quelques tenants du rugby à 13 pro, et oui, puisque nous avons deux clubs qui ont cette chance-là dans l'Hexagone, et on aura l'occasion de parler aussi de la pratique de manière un petit peu plus générale. Mais avant de s'attacher à cette pratique-là, mon cher Gilles, entrons dans les spécificités de cette discipline avec cette rubrique que j'aime tant. Alors, l'objet du désir, on a souvent un objet autour de ce plateau pour consacrer un petit peu et entrer dans cette discipline. C'est vrai que de manière générale, tout ce qui relève du rugby est très connu en France, mais profiter de la présence de Lambert et puis de Cassandre pour nous expliquer peut-être les nuances avec cette grande sœur du 15 qui phagocyte parfois l'attention en France et quelque part nous expliquer ces règles un petit peu spécifiques que pourrait avoir Cassandre. Je vous sens prête à vous lancer. Oui, donc déjà nous sommes deux joueurs de moins. La différence c'est que nous n'avons pas de ruck au rugby à 15, nous avons des tenues en fait. Nous avons 5 tenues en phase d'attaque pour jouer. Et après, une fois que cette chaîne est terminée, il y a soit de transition, soit on tape au pied. Voilà. Après, en défense, on ne défend pas sur la ligne de tenue, on défend à 10 mètres derrière le tenue. Voilà. Les différences notables du rugby à 13 par rapport au rugby à 15. La Cassandre, ce tenue qui, du coup, fait, Lambert, je parle sous votre contrôle, qu'un plaquage ne se poursuit pas par un ruck, c'est ce que nous disait Cassandre, mais qu'il y a quand même la volonté d'aller forcément mettre à terre l'adversaire pour que cette séquence, cette phase de jeu s'arrête. Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas le droit au ruck. On prend le ballon, on va au contact. Et par contre, on peut aussi libérer le ballon, quoi. Ça fait partie du jeu, ce qui permet de ne pas faire un tenue justement et de laisser le jeu se poursuivre. Oui, et d'éviter d'utiliser ce joker d'un tenue sur les 5 dont nous parlait Cassandre. Gilles, autre règle, autre particularité, va-t-on dire qu'on va voir en image grâce à Julien Perronnet, notre chef d'édition, c'est que la mêlée n'est pas poussée. Hein, c'est une phase de jeu statique, de mise en jeu. Hein.
Alors, je préférerais que Lambert, qui a une pratique au haut niveau, notamment en Super League, se positionne. Moi, j'ai vu de très nombreuses mêlées, et vu de l'extérieur, elle me semble un peu moins disputée, mais que par le passé. Ah, oui. J'ai l'impression que les mêlées actuelles sont un peu moins disputées que par le passé. Lambert, pas de poussée? Alors, c'est vrai qu'à 13, on a l'habitude de ne pas pousser les mêlées, mais c'est déjà arrivé, notamment en fin de match, quand les matchs sont serrés, qu'on a besoin de récupérer le ballon, on a le droit de pousser, donc on peut le faire. Ouais. Alors là, ça veut dire que c'est tacite, c'est le fair play, c'est l'adversaire, c'est la situation qui va un petit peu conditionner l'action. Ouais, voilà, c'est plus la situation. Ouais. En fonction du match, le temps qui reste, si on doit marquer un essai rapidement ou pas, c'est voilà, en fonction de la situation. Alors, Cassandre, je déduis de ces règles majeures-là, et on les a vues à l'image, je n'ai rien inventé, j'ai juste vécu que j'ai failli perdre mon souffle. Le temps de jeu, il a l'air dingue comparé aux 15 de fait. Oui, en fait, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Le but, c'est de jouer le plus vite le tennis, en fait. Donc voilà, ça impose un certain rythme, plus reculer à se mettre pour défendre. C'est sûr que oui, c'est un sport assez dur, on va dire. Voilà. Il y a un côté marathonien du rugby, en l'occurrence, il faut avoir, Lambert, dans l'entraînement, la capacité de répéter des efforts tout en étant physique. Hein. Je vois que vous êtes plutôt costaud aussi des deltoïdes et des épaules. Lambert, ça veut dire qu'il faut avoir toutes ces qualités-là? Oui, voilà, exactement. Il faut être vraiment prêt physiquement. C'est pour ça avant chaque saison, on a une intersaison. C'est là où on travaille beaucoup le cardio, tous les trucs techniques pour être ensuite prêt pendant la saison, quoi. C'est un sport, en tout cas, dont on se régale. Cette spécularité, vous, c'est ce qui vous a amené à kiffer très jeune, très tôt, le 13, Gilles? Bah oui, parce que c'est extrêmement spectaculaire, et tout particulièrement quand c'est très bien joué. Il y a une notion de vitesse qui est très exaltante. Vous faisiez allusion au temps de jeu. Tout comme le 15, les parties durent 80 minutes. Oui. Et au 13, et vous me corrigez si vous trouvez que je dis des bêtises, les amis, mais au 13, on joue à peu près supérieur à 60 minutes de jeu effectif. Ouais, presque 70, je lisais. Oui, tout voilà, à fait, exactement. ouais. Et alors que chez nos amis, chez nos cousins, c'est très largement inférieur. 40 minutes. Parce qu'il faut se Ouais. repositionner en mêlée, il faut se repositionner en touche. Il y a les fameux pick and go où on prend. Enfin, c'est pas du tout la même conception de jeu. Donc, et par ailleurs, ça se voit aussi au niveau des athlètes. Nous sommes en visioconférence, mais si Lambert était à côté de nous, ou Cassandre, vous voyez que ce sont des véritables athlètes qui n'ont pas beaucoup, contrairement à moi, de gras sur le ventre. Eh bien, Gilles, on va vous solliciter malgré tout dans la deuxième partie de cette émission. Fait décodage, sans plus tarder. Vous serez notre athlète du verbe. Vous acceptez l'augure, Gilles? Merci. Bon, merci. bah ça marche. 30 000 pratiquants, un peu plus de 16 000 licenciés, il me semble. Oui. Les enjeux de cette nouvelle mandature que vous incarnez avec Luc, vers quoi vous voulez tendre? Quels sont vos objectifs en termes de médiatisation, en termes de développement pour la fédération? Voilà, le point numéro 1, et ce n'est pas propre à notre fédération, je crois que ça touche malheureusement toutes les fédérations, c'est la perte des licenciés. Nous avons malheureusement perdu pas mal de jeunes, de participants ces 2 dernières saisons, et encore nous ne savons pas si nous allons pouvoir reprendre cette année, puisque je vous le rappelle, seuls les professionnels jouent actuellement, mais les jeunes, les écoles de rugby, les divisions inférieures, fédérales, nationales ne jouent pas, ne peuvent pas jouer. Donc c'est compliqué de prendre une licence quand vous n'avez pas d'activité sportive, donc on perd des licenciés. Donc la quête numéro 1, c'est mieux essayer de digérer comme on peut la crise du Covid et rebooster
la prise de licence. Ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième point, bien évidemment, c'est la médiatisation. Et à ce sujet, je vous remercie de tous les efforts que vous faites à nos côtés pour faire en sorte qu'on parle enfin de façon positive de notre sport, le rugby à 13. Donc, je vous dis, licenciés, médiatisation et l'aide auprès des clubs, appui auprès des clubs qui souffrent terriblement de la crise du Covid. Alors, à travers, vous évoquez la médiatisation, il y a donc la volonté aussi de mettre en avant une vitrine qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau, en tout cas à distance aujourd'hui. Cassandre, comment êtes-vous venue au 13 ? Expliquez-nous un petit peu ce que la jeune Cassandre a vu dans le 13, a eu envie de découvrir, de développer pour se lancer. Moi, à la base, je ne connaissais pas le rugby à 13. J'avais personne dans ma famille qui était au rugby à 13. Mais je suis allée au lycée à Villeneuve-sur-Lot, où il y a une équipe de rugby à 13 qui joue en élite 1. Et voilà, au lycée, il y avait des joueurs de rugby à 13 et j'ai découvert la pratique. Et après, j'ai commencé très vite à aller jouer à la Pujol 13, le club féminin juste à côté de Villeneuve. Ouais, donc derrière, ça a amené une certaine fidélisation. Lambert, on sait que le maillage territorial peut être certainement un vecteur de développement, Gilles nous en parlera, mais vous êtes originaire d'un des fiefs du rugby, quel qu'il soit d'ailleurs, de votre côté. Comment il est venu à vous et comment s'est passée ensuite votre orientation ? Je crois qu'il y a 3 pôles en France de rugby à 13. Comment s'est passée votre éclosion et votre envie d'en faire votre métier ? Alors moi, j'ai commencé car mon grand-père a joué au rugby, mais à 15, lui, à Capendieu. Et ensuite, à l'école primaire, j'avais un ami à moi qui jouait déjà au rugby. Et il m'a dit de venir tester. Et bien sûr, j'ai accepté. Alors, j'ai 9 ans, j'ai commencé mes premières foulées sur le terrain. Et ensuite, je n'ai plus jamais quitté le rugby, quoi. Et vous avez connu le Pôle France de Toulouse ? Non, de Carcassonne, moi, au Pôle Espoir. Avec Pôle Espoir. Thierry Dumaine, notamment. Effectivement, très bien. Et ce projet-là, celui de Lambert, celui de ses camarades de génération, Gilles, c'est la preuve qu'il y a encore peut-être beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau du développement d'un point de vue hexagonal, dirons-nous, de cette discipline. Absolument. On va essayer de tirer les points positifs de la discipline et tout particulièrement, elle est très physique, hein, on l'a souligné, mais la pratique du 13 avec le système des tenues, puis certaines pratiques aménagées de toucher est beaucoup moins dangereuse, entre guillemets, que d'autres disciplines. Et à cet effet, nous souhaitons repénétrer dans les écoles. Dans les écoles parce que c'est un jeu qui peut être joué à la récréation. Le toucher, la prise de foulard, la prise d'espace, ça peut se faire. Et donc nous avons bon espoir de relancer la pratique du 13 dès le sport scolaire. Une fois l'éclosion, une fois l'arrivée à ce qui se fait de mieux au haut niveau français pour nos 2 champions là, qui sont là, quid état des lieux du rugby à 13 tel qu'il peut être pratiqué en France ? On sait que les Dragons catalans sont dans un championnat plus costaud, professionnel. Quel est l'état aujourd'hui de l'élite en France ? Dites-nous les championnats qui peuvent exister, notamment pour Cassandre. Alors, nous avons actuellement une équipe en Super League que connaît bien Lambert. Nous avons juste le degré en dessous le Toulouse, qui joue également dans un championnat. Le Championship, la 2e division. Absolument. Ouais. Et qui espère bien l'année prochaine rejoindre Lambert, ce qui nous proposera des derbies exceptionnels sur le territoire français. Ça pourrait être chaud avec l'Olympique 13 en plus. Oui, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous souhaitons parce que ça donnerait un focus particulièrement intéressant sur notre discipline. Après, vous avez une élite 1 à 10 clubs professionnels. Une élite 2 à 10 clubs. L'objectif est de faire grossir ces deux divisions. Alors, l'objectif à court terme, est-ce que c'est 12, est-ce que c'est 14 clubs ? Mais nous voulons vraiment développer cette ligue élite de rugby. Chez les filles, c'est pareil. Il y a 2 élites. Et pour faire court, et Cassandre ne me démentira pas, je pense, il y a une 20aine de clubs féminins en France qui font vivre cette pratique féminine.
Alors, il est clair que elle valide Cassandre, on a pu voir son visage, et je vais me tourner vers elle d'ailleurs pour nous expliquer aussi l'idée d'un double projet. Il est clair que cette structuration toujours en cours a fait que dans les pôles, la scolarité est véritablement mise en avant. C'est plus qu'un prérequis, c'est une obligation d'avoir la scolarité au diapason de ce qui est fait sportivement sur le terrain. Et Cassandre est un bel exemple de réussite de ce point de vue-là, impliquée à la fédération. Je crois que vous êtes architecte aussi à la ville, si je puis me permettre. Comment on jongle? J'ai l'impression que vous avez été habitué depuis très jeune à jongler avec tout ça, Cassandre. Oui, effectivement. J'ai eu l'habitude de jongler entre mes éthographies, les entraînements. Voilà. Et aujourd'hui, mon application à la Fédé. Donc, bon, c'est un choix de vie. Voilà. Le dia 13, Et l'aspect, on va dire, les qualités du professionnalisme, de pouvoir vivre de ce sport, tout ceci, ça reste du domaine de la rêverie, ou vous pensez pouvoir l'entrevoir à un moment donné dans votre carrière? donc, je pense que pour moi, c'est trop tard, parce que j'ai 28 ans, donc voilà. Il y a encore beaucoup de travail pour qu'il y ait du haut niveau et du professionnalisme dans le très féminin français. Effectivement, j'ai envie de m'impliquer pour qu'un jour ça arrive et que les générations futures puissent devenir professionnelles, effectivement. Et vous y attachez avec le développement de la pratique chez les femmes au sein de la fédération, Cassandre. Et du comité directeur. Cassandre fait partie du comité directeur, et l'une de ses missions, justement, est de travailler aux côtés des autres élus pour développer et rendre plus accessible la pratique pour les jeunes filles et les moins jeunes. Ouais, effectivement, 5% de femmes parmi les licenciés. Je vous conseille un Esprit Bleu consacré au rugby à 13 aussi, que nous vous proposons sur l'antenne de Sport en France, avec des très très beaux échanges, notamment au Pôle Espoir, avec la mixité qui s'opérait, les jeunes filles avec les garçons. C'est la particularité aussi de ce 13 en formation. Lambert, de votre côté, vous avez cette chance-là, j'imagine que vous vous en rendez compte au quotidien, de pouvoir vivre de votre sport grâce à ce championnat en Angleterre. Donc vous êtes entre guillemets délocalisé, l'un des meilleurs championnats du monde, peut-être avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où là on a vraiment en Australie des vrais stars. C'est l'équivalent du foot, hein, la NRL, c'est ça le championnat. C'est assez impressionnant. Vous, de votre côté, vous avez franchi un cap, vous avez pris conscience de votre niveau. Quand véritablement, Lambert? Ben moi, c'était assez jeune, comme je vous ai dit auparavant, avec Thierry Dumaine, l'entraîneur du Pôle Espoir. Déjà, c'était une structure franchement bien structurée, professionnelle. Et ensuite, on avait l'équipe de France cadet en U16. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment pris conscience que je pouvais en faire mon métier. Et du coup, ça s'est traduit pour vous par quel cheminement vous étiez prêt à ça quand les Dragons sont venus vers vous? Ça s'est passé comment? En fait, au début, je n'ai pas directement atterri au Dragon. J'ai fait Thierry Dumaine, encore lui, m'a recruté à U19. Et j'ai passé 2 ans en U19. C'était l'antichambre en fait, de la Super League, c'est la catégorie jeune. Ensuite, j'ai fait 2 ans en U23, la réserve des Dragons. Et ensuite, j'ai signé mon premier contrat professionnel par la suite. Comment va se passer cette saison de Super League? Est-ce que vous pouvez nous en dire là, à l'heure actuelle, Lambert? Déjà, elle a été décalée de 2 semaines. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ensuite, on n'a pas trop de nouvelles. On entend, on ne sait pas où on va, franchement. C'est assez compliqué. Enfin, pour tout le monde, je pense. Donc, on attend des nouvelles directives. Ouais. Gilles, le message fédéral, cette verticalité vers les clubs, ça ne doit pas être simple d'informer au plus près des directives ministérielles jusqu'au club. Absolument. Et il y a plusieurs sujets sur la table. Les amateurs, reprendre le jeu et jouer enfin avant le mois de mai, parce que là, la saison, elle est morte. Donc, pour les amateurs, pour l'élite 1 et voire l'élite 2, aller au bout des championnats. Et puis après, on va parler de Toulouse et des Dragons, où effectivement les dates ont été repoussées. Mais on a ce qui va nous amener à parler des Coupes du Monde, puisque 2021, nous avons 3 Coupes du Monde, féminines, senior garçons et fauteuils. On aura un mot pour les fauteuils, je pense.
nous sommes pris dans un étau entre la date de reprise de la Super League et la date de fin pour pouvoir disputer la Coupe du Monde. Donc, effectivement, pour l'instant, Luc Lacoste était hier en comité international sur la Fédération internationale, dont il est vice-président de la Fédération européenne. Et la Coupe du Monde, les dates de la Coupe du Monde en octobre 21, pour le moment, ne sont pas remises en question. Et le fait d'avoir déplacé de 15 jours la Super League ne remet pas en question ni la Super League, ni la Coupe du Monde. Eh bien, croisons les doigts pour trouver un calendrier qui puisse permettre de tout faire rentrer. Les conditions sanitaires, évidemment, devront être favorables pour ce faire. Je saisis la perche que vous m'avez tendue. Gilles, la dernière partie de cette émission fait débat. Et oui, la France qui va accueillir un énorme rendez-vous, on l'espère, en tout cas en cette année 2021, avec l'Angleterre, évidemment, en novembre, la France. En Angleterre, ce triple rendez-vous, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que, justement, on parlait des dynamiques de médiatisation tout à l'heure, de localisation de cette discipline. Est-ce que ce rendez-vous-là est un moment importantissime sur lesquels ces équipes de France doivent capitaliser, et c'est le message que vous leur faites passer? Absolument. Il est vital pour la discipline que le parcours des équipes de France, de façon plus particulière, et le parcours tout court de la compétition Coupe du Monde sur les 3 disciplines, masculine, féminine et fauteuil, soit médiatisé pour assurer la promotion et la pérennité de notre sport. Par le passé, les Coupes du Monde ont toujours été diffusées en France. Par différents acteurs, en PTV, en streaming, ça a toujours été diffusé. Pour le moment, rien n'est acté. Mais ça fait partie de vos domaines de compétences, ça, Gilles. Absolument. Vous travaillez là-dessus. Oui, pour le moment, rien n'est acté, mais nous travaillons pour que ces disciplines soient proposées aux téléspectateurs français au mois d'octobre prochain. Oui, du 23 octobre au 21 novembre en Angleterre, ces équipes internationales, la France dans la poule de l'Angleterre, des Samoa et de la Grèce, France étant vainqueur du dernier tournoi européen. Donc véritablement, on va se friser les moustaches, on l'espère. Lambert, vous êtes prêt? Non, mais je n'en ai pas de moustache. Oui, moi non plus. Demandez à Lambert ce qu'il en pense. Oui, je ne suis pas sûr qu'il s'en frise les moustaches. Ça va être plutôt avec la fonte. La salle de sport est à la maison, vous êtes prêts? Oui, c'est sûr qu'on est prêt, ouais. On se prépare à ça. C'est un immense rendez-vous. Est-ce que c'est pour vous, dans le contexte d'ascension qui est le vôtre, véritablement une espèce de pinacle, de point d'orgue, en tout cas l'un des premiers points d'orgue d'une immense carrière, on espère? Oui, c'est sûr que c'est toujours une fierté de représenter l'équipe de France. Après, j'ai déjà été sélectionné, j'ai eu la chance d'avoir fait la Coupe du Monde en 2007 en Australie. C'était une très grande expérience et on espère pouvoir jouer cette Coupe du Monde en Angleterre. Avec du côté de l'Angleterre aussi ce tournoi féminin. Alors 8 équipes, 2 poules, hein. Je crois que c'est ça, Cassandra, au niveau de la répartition. La France étant dans la poule de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et des îles Cook. Gros niveau. Oui, effectivement, il va falloir se préparer pour ces équipes qui sont les meilleures équipes du monde, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et les Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont en plein développement et qui arrivent à développer du haut niveau. Donc voilà, l'équipe de France va avoir une mission de représentativité à cette Coupe du Monde, et voilà, on continue à y être
Fabrice, hein, les mots sont la représentativité. Ça doit vous faire plaisir, Gilles, de voir la notion un petit peu d'exemplarité, qu'il s'agisse de Cassandre ou de Lambert. Principe d'égalité des sexes pour le tournoi, ça c'est vraiment aussi très très intéressant. Versement de primes qui sont les mêmes pour les hommes, pour les femmes et les personnes à mobilité réduite, parce que vous le signaliez tout à l'heure, Gilles, il y a aussi la Coupe du Monde fauteuil et l'équipe de France, je crois, est championne sortante. Oui. Championne sortante, double vainqueur, double champion du monde. Et effectivement, c'est une des très grandes fiertés de notre fédération et qui est juste avant de nous rencontrer, nous avons passé un très long moment avec le président de Lacoste, avec Marie-Amélie Le Fur, avec qui nous travaillons. Nous avons des projets pour accélérer le développement du 13 fauteuil, qui a une particularité. C'est qu'on est en plein dans la mixité. Dans nos équipes de 13 fauteuils, les accompagnants valides jouent avec les invalides. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mixité, de solidarité de façon transversale qui donne une dimension extrêmement intéressante à cette discipline. Et nous tenons tout particulièrement qu'il y ait toujours que les invalides, les personnes à mobilité réduite soient toujours représentées dans cette équipe, dans ces équipes de club. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce serait incombe, Marie-Amélie Le Fur, c'est quand même l'athlète qui est le plus gros palmarès français de l'histoire aux Jeux paralympiques et qui est très impliqué pour l'organisation de Paris 2024. Oui, et puis elle est présidente de la fédération et tout en étant présidente, tout comme Cassandre, tout en ayant des responsabilités fédérales importantes, elle continue, puisque Marie-Amélie défendra encore les couleurs tricolores à Tokyo dans quelques mois. On a parlé des pôles qui structurent aussi la fédération, sa vie, l'éclosion de ses futures stars. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots du centre d'entraînement? Est-ce qu'on va avoir un CNE version 13 bientôt? Alors, il est un peu prématuré de vous exposer en long et en large la philosophie générale de ce projet, puisque nous en sommes encore au stade des négociations. Nous en sommes même pas au stade de trouver du travail à Cassandre pour construire les locaux. Mais pour le moment, c'est plus les géomètres qui travaillent sur le métrage des terrains du côté d'Alzone. Dans l'Aude. Dans l'Aude. Et effectivement, Luc Lacoste et Dominique Balou, le secrétaire général de la fédération, ont rencontré très récemment le président d'agglomération, M. Banquet, pour tracer les contours de ce projet. Bon, eh bien, écoutez, espérons que ce mandat puisse voir ce centre mener à bien. C'est tout ce qu'on souhaite à la fédération. Absolument. En tout cas, qui nous a fait l'aimable honneur de sa présence aujourd'hui par l'intermédiaire de Gilles. Merci d'avoir été avec nous. Cassandre, merci pour votre présence dans cette émission, tout comme Lambert. On vous laisse vous préparer pour vos échéances à plus ou moins court ou long terme. Et puis, le boulot aussi de votre côté, Cassandre. Plein de réussite dans vos projets, messieurs, dames. Merci Gilles pour votre venue. On souhaite un prompt rétablissement à votre président qui nous regarde pour cet opus. Quant à nous, on se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Club Sport en France. Profitons-en, un club est ouvert, c'est le nôtre. Bye bye.